Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, tac. Hop, hop, hop. Et je vais partager l'écran. Tac. Ok, on a notre dernière séance aujourd'hui. Dernière séance sur cette TD de mécanique du point. Bonjour, excusez-moi, j'avais une question, toujours par rapport aux notes, je n'ai pas décroché. C'était pour savoir, même si vous les aviez envoyées à la responsable, si vous pouviez nous les donner quand même, parce que être dans le flou comme ça, je suis pas trop... Ok, vous voulez savoir parce que je peux vous donner que des résultats relatifs, puisque comme je vous l'ai dit, hein, il y aura un ajustement de l'ensemble des notes. Mais l'ajustement ne dépassera de façon... Enfin, une harmonisation, ça change jamais de plus d'un ou deux points, non? Il n'y a Ah pas ben, un si, grand ça écart peut, qui hein, va... ça dépend vraiment du... Si, ça peut changer de plus que ça. Par exemple, je peux vous dire que, par exemple, avec la notation... Alors, attendez, il faudrait que je reprenne, mais... avec la notation que moi j'ai fait, hein, ce qui était prévu pour notre contrôle continu, il me semble que la moyenne du groupe se trouve à... Alors, attendez, j'essaie de retrouver ça. Voilà. Ah non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Ah zut, je pensais que je l'avais sous la main. Du coup, il faut que j'aille le chercher. Alors. Voilà. La moyenne est à 6,5. Ouais. Ouais. Donc, je peux imaginer que pour un autre groupe, par exemple, de TD, pour un CC, la moyenne va peut-être être plutôt à 9 ou 10. Donc, Mais du on va pas coup, nous donner des points pour le bon plaisir de nous donner des points, si? bah, d'harmoniser les notes. Harmoniser les notes, ça veut dire effectivement essayer d'avoir une moyenne, hein, finalement, sur l'ensemble des notes, qui soit à peu près la même partout, quoi. Bah écoutez, moi je voudrais bien savoir quand même, comme ça on retire le pansement et puis au mieux, Alors, je peux vous dire que donc, vous avez obtenu le meilleur résultat, hein. je suis rassurée. Voilà. Mais c'est bien quand même. Ben, relativement à la moyenne, c'est bien. Mais voilà, Il y a sinon, des c'est points à pas... aller chercher encore, quoi. Ah ben oui, oui, oui. Ça, vous auriez pu faire mieux, quoi. Oui, bah de toute façon, quand on a corrigé, j'ai relevé des choses que Ouais, par le produit vectoriel ou des choses comme ça où j'ai coincé ouais. On avait bien identifié ça, je crois. en regardant le corrigé. Oui, j'ai compris qu'il y a des choses où j'ai bloqué sans trop comprendre pourquoi. Ouais. Et après, maintenant, les équidifferentiels, on les a enfin vus en calculus, donc je me dis que d'ici la fin de l'année, ça devrait aller. Parce que vous les aviez pas vus avant? Bah non, le Ah, cours, on vraiment? le fait en ce moment, donc D'accord. Ah ouais, donc là, bah, c'est bien que vous me le disiez, parce que du coup peut-être que pour les années suivantes, on pourra essayer de s'harmoniser un peu, justement, là, pour le coup, aussi, avec les autres enseignements. bah, le produit vectoriel, je sais que c'est pareil, on l'avait vu en optique géométrique avant de le voir en calculus.
Ah Donc, ouais. il y a la physique, comme vous disiez, les notions mathématiques, elles viennent de quelque part et en maths, on les voit après, quoi. Ouais, bah ouais. Mais ceci dit, historiquement, c'est aussi comme ça que ça se passe, hein, donc. Ouais. Mais du coup, en tant que matheux, Ouais, bon, c'est différent. ouais, ouais. Bah oui, oui, je comprends. Alors, juste, ouais, parce que j'ai votre copie là, du coup, je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder ce que vous avez fait. Euh, alors, effectivement, sur l'équation différentielle, bon. Oui, j'avais appris par cœur, j'avais qu'une chance sur deux. Sur la trajectoire circulaire, bon. Vous savez, la question sur qu'est-ce qui se passe si Z. Oui, oui. Et qu'on disait que ça allait vers le centre. Voilà. Mais j'avais pas les équations, donc je me suis dit, une chance sur trois que ça tourne. Oui, après, comme je vous dis, comme j'ai essayé de vous le faire sentir pendant le corrigé, c'est que voilà, quand vous avez un problème comme ça, il faut aussi essayer bah, de voir par rapport à ce que vous connaissez, ce que ça peut donner, quoi. Ouais. C'est-à-dire que là, en fait, c'est le même problème où on avait vu effectivement cette particule dans un champ magnétique qui a un mouvement circulaire dans le plan. Sauf que là, on rajoutait une force. Donc, quand vous rajoutez une force, forcément, enfin surtout une force de frottement, forcément, ça va freiner, quoi. Hein, c'est ça que ça fait, une force de frottement, finalement, ça freine. Oui, c'est vrai. Ou inversement, quand on dit qu'on freine, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on applique une force de frottement sur les roues, quoi. Ouais. Quand Ouais, vous ouais. appuyez sur la pédale de frein. Bah forcément, les disques, ils sont... Enfin, il y a plus de frottement et la voiture, elle ralentit. Ben voilà. Donc, si vous êtes dans un mouvement circulaire, ben, si vous ralentissez, en fait, vous allez aller vers le centre, quoi. Euh, ouais. Bon, mais après, oui. Enfin, voilà. C'est- Non, bon, bah, on va attendre l'harmonisation alors. Ouais. Ah, merci tout de même. En fait, dans ma notation à moi, il n'y a que vous qui avez la moyenne. Je sais pas si du coup je dois vous remercier ou pas. Me remercier, non, c'est vous que vous devez remercier peut-être. Après, moi, je note en fonction d'un barème, hein, j'ai pas de... Oui, oui, heureusement. Il n'y a rien de personnel là-dedans, c'est ça que je veux dire. Non, mais je vois mieux à peu près maintenant comment je dois travailler pour bah, m'en sortir mieux, quoi. Ouais. Je vous remercie. Et puis après, ben, enfin bon, comme je vous dis, hein, ça dépend aussi des sujets, donc peut-être que sur un autre sujet aussi, vous auriez mieux réussi. Je sais il y a des sujets, par exemple, qui ont été donnés en contrôle continu où il n'y avait pas les systèmes de coordonnées cylindriques. Est-ce que par exemple vous pourriez mettre là pour qu'on révise après pour les partiels d'autres si vous arrivez à avoir les professeurs qui ont d'autres groupes de TD en méca du point 2 pour qu'on puisse les faire en révision entre guillemets. Ouais, alors là, par contre, j'ai pas vu. Euh, bah déjà, il faudrait que je demande aux autres professeurs s'ils sont OK pour les diffuser, mais Bah, si c'est possible, si vous pouvez et s'ils sont enfin si tout se passe bien, ah, si vous avez possibilité de les mettre. alors, peut-être le mieux, en fait, ça serait que ce soit vous qui fassiez la demande au responsable de cours. Parce que elle doit recevoir, en fait, normalement, les CC de tout le monde, les sujets notamment. Et elle pourra vous dire si elle peut les diffuser ou pas, quoi. D'accord, ok. Bah, je vais lui OK? envoyer un mail alors. Hein? Faites ça plutôt.
Je pense que, parce que moi, si j'essaye d'aller à la pêche au sujet, Oui, c'est pas le plus pratique. c'est pas le plus pratique et puis ça va pas forcément être très efficace. D'accord, merci. OK. OK. Alors, vous êtes 3. Bon. OK, ben, du coup, on va attaquer, hein, parce que là, ça fait déjà 10 minutes. Alors, je me souviens plus exactement où on s'était arrêté la dernière fois. J'essaye de mettre en plein écran, là. Ouais. Hop. Alors, il me semble que ça, donc on avait vu, hein, on était sur le problème du pendule et le traitement donc, de ce mouvement du pendule à partir de l'étude de l'énergie. Et donc, il me semble qu'on avait fait ça, c'est-à-dire étudier les forces, enfin, décrire un peu les forces qui étaient présentes, calculer le travail de ces forces, et puis on avait donné donc les expressions de l'énergie potentielle, notamment pour le poids. OK, donc finalement, on était arrivé à cette expression que l'énergie potentielle, c'était donc mgl facteur de 1 moins cos θ. Je vous rappelle, θ, c'est cet angle entre la position verticale et une certaine position du pendule. Alors ensuite, je ne sais plus si on avait fait, donc on vous demandait de calculer l'énergie mécanique du pendule, montrer qu'elle est constante et calculer la constante. Ok, donc l'énergie mécanique, hein, ça va être la somme de une énergie cinétique plus une énergie potentielle. Et puis, donc si je reviens juste sur ce qu'on avait fait précédemment, on avait calculé. Hop, j'ai dû sauter une page là. On avait calculé, j'y arrive. Voilà, l'énergie cinétique en fonction de la vitesse angulaire θ point. Hein, c'était simplement 1,5 de m L2 θ point carré. Donc finalement, ici, on va avoir donc une énergie totale qui va être la somme de cette énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Ok, donc il suffit d'écrire ça. Donc on écrit que l'énergie, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc on a calculé les expressions, hein, de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle déjà. C'est 1,5 de ml θ point carré pour l'énergie cinétique, plus mg facteur de 1 moins cos θ pour l'énergie potentielle, hein, ce qu'on avait là. Alors, ici, on ne l'a pas indiqué ici, hein, dans cette question-là, mais ici, comme la tension du fil, elle se fait le long du fil ici, eh bien, le travail de cette force de tension, hein, qui va être perpendiculaire au déplacement, et je vous rappelle que le déplacement, donc, il est le long ici d'un cercle, hein, le déplacement élémentaire, on a dû l'indiquer quelque part. Ah, mais il est ici en X. Donc le travail ici de cette force-là va être nul. Autrement dit, la seule force qui travaille, finalement, c'est le poids. Le poids est une force conservative, hein, puisque c'est simplement le produit mg par la distance, enfin la hauteur
entre deux points, qu'on peut exprimer comme à partir de L cos θ, L cos θ par rapport à x, c'est l'arc de cercle qui correspond à la variation de θ, qui lui-même correspondrait à une variation delta x selon la hauteur. OK. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir une conservation de cette énergie totale. Hein, on n'a que des forces qui sont conservatives ici. OK, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons qu'ici, on se trouve à un angle θ égal à 0. D'accord? Donc on est selon la verticale. Qu'est-ce qui va se passer pour le terme d'énergie potentielle? Ben, à cette position-là, on l'a choisi d'ailleurs pour ça, eh bien, à θ égale à 0, vous voyez que le terme d'énergie potentielle, il s'annule. Autrement dit, toute l'énergie, l'énergie potentielle est nulle, en θ égale à 0, toute l'énergie va être sous forme d'énergie cinétique. OK, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que quand notre pendule, en fait, il arrive au point le plus bas, ici, de sa trajectoire, eh bien, à ce moment-là, c'est là où il va avoir sa vitesse maximale. Puisque l'énergie cinétique est maximale, donc la vitesse, V, va être aussi maximale. Inversement, si on est au point le plus haut de la trajectoire, d'accord, le pendule, il oscille comme ça, il va d'un côté à l'autre. Donc, quand il arrive au point le plus haut, ça veut dire qu'en ce point-là, eh bien, comme il repart dans l'autre sens, il y a un moment où la vitesse s'annule. Autrement dit, l'énergie cinétique, ici, pour un angle que je vais appeler ici θ0, pour θ0, eh bien, le terme d'énergie cinétique ici est égal à 0. Autrement dit, il ne reste que le terme d'énergie potentielle ici. Et l'énergie totale, eh bien, c'est simplement cette énergie potentielle en θ égale θ0. OK? Autrement dit, l'énergie totale, elle va toujours être égale à cette énergie mgl 1 moins cosinus θ0. Mais après, simplement, c'est que... Donc ça, c'est la position initiale à laquelle on va écarter finalement le pendule d'un angle θ0 initialement. Ça donne une énergie totale au système. Et puis ensuite, quand on lâche la boule, ce qui se passe, c'est que l'énergie potentielle diminue jusqu'à arriver à une valeur nulle quand θ égale à 0. Et pendant le même temps, pour que l'énergie totale reste constante, eh bien, l'énergie cinétique qui part, elle, de 0 en θ0, eh bien, augmente pour atteindre une valeur maximale à θ égale à 0. On pourrait d'ailleurs calculer cette valeur maximale de la vitesse ou de l'énergie cinétique en cette position θ égale à 0. Ça serait quoi? Si on vous demandait quelle est l'énergie cinétique en θ égale à 0, compte tenu d'une énergie totale mécanique égale à mgl 1 moins cos θ0. Ce serait la même chose que l'énergie totale. Exactement. Ça veut dire que cette valeur-là, en fait, c'est aussi l'énergie cinétique en θ égale à 0, en fait. Là, c'est cinétique. Donc, en fait, ça veut dire que, vous voyez qu'à partir de là, on pourrait dire la vitesse en θ égale à 0,
C'est simplement 2 fois divisé par m. Oups. 2 sur m, hein, si j'inverse cette expression-là. 2 sur m, racine de mgl. Qu'on peut simplifier un petit peu en 2 racine de gl sur m. Ok, ça va être la vitesse max, en fait, que va atteindre notre pendule. Alors, c'est assez intéressant, en fait, si vous vous souvenez, l'étude qu'on avait fait sur le pendule au début, en fait, du cours, là, on avait regardé à partir de l'équation, de la relation fondamentale de la dynamique, quel était le mouvement de ce pendule. Et notamment, on avait regardé les oscillations et les périodes d'oscillation. D'accord, en résolvant justement l'équation différentielle. Et on avait trouvé que la période d'oscillation, si vous vous souvenez, eh bien, elle n'était pas dépendante de m. Vous vous souvenez de ça? C'est en fait juste racine de g sur L. Enfin, ça, c'est pour le oméga. Mais... Vous vous souvenez de ça? Que, en fait, pour un pendule, hein, la période d'oscillation, ou la fréquence, qui est l'inverse de la période, ou la pulsation, qui est 2π fois la fréquence, eh bien, ça ne dépend pas de la masse. C'est indépendant de la masse. Ça dépend juste de la longueur du fil et du champ de gravité. OK. Mais il y a quand même quelque chose qui va changer si vous changez la masse. Eh bien, c'est effectivement la vitesse que va atteindre le pendule, la vitesse maximale, si vous voulez, que va atteindre le pendule. Vous voyez que cette vitesse maximale, eh bien, elle va augmenter quand la masse va diminuer. OK? Pas de questions là-dessus? On va revoir ça après. OK. Alors, donc maintenant, on écarte le pendule d'un angle θ0. On le lâche sans vitesse initiale à l'instant t égale 0. Et on vous demande, en utilisant l'énergie mécanique à l'instant initial et à l'instant t, de montrer que l'on obtient eh bien justement une équation qui permet de retrouver l'équation du mouvement qu'on avait obtenue simplement à partir de l'étude du principe fondamental de la dynamique ou à partir de l'utilisation du théorème du moment cinétique. OK. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que l'énergie se conserve. Hein? D'accord? C'est ce qu'on vient de voir, en fait. L'énergie se conserve. Donc, ça veut dire que l'énergie on va prendre 2 instants. Hein, donc, on va prendre en t égale à 0. Doit être égale à l'énergie à n'importe quel instant. À un instant t. Puisque l'énergie se conserve. Donc, quel que soit le moment où je prends cette énergie, je dois toujours avoir la même chose. OK, alors qu'est-ce que ça donne à t égale à 0? Donc à t égale à 0, hein, on dit on écarte le pendule d'un angle θ0. Donc on a θ égale θ0. Et on le lâche sans vitesse initiale.
D'accord? Ça veut dire que s'il n'y a pas de vitesse initiale, ça veut dire que l'énergie cinétique, à t égale à 0, bah, elle est égale à 0 simplement. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour l'énergie totale du système? OK, je vous rappelle la somme de l'énergie cinétique, donc à t égale à 0, plus l'énergie potentielle, à t égale à 0. Donc, on a vu l'énergie cinétique, c'est 0. Hein, ça, c'est 0. Et donc, finalement, il ne nous reste que l'énergie potentielle. Et cette énergie potentielle, donc c'est mgl 1 moins cos θ, sauf que ici, θ, bah, il est égal à θ0, en t égale à 0. OK, donc ça, c'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Hein. L'énergie, quand on écarte d'un angle θ0, l'énergie totale initiale, c'est juste l'énergie potentielle. OK, c'est-à-dire que dans cette énergie hein, qu'on fournit au départ, il y a toute la potentialité du mouvement. C'est ça que ça veut dire finalement. OK, si maintenant on regarde à n'importe quel t, j'aurais dû le mettre comme ça, quel que soit t. Qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, l'énergie, c'est donc bah, l'énergie cinétique à n'importe quel instant, plus l'énergie potentielle à n'importe quel instant. C'est-à-dire l'énergie cinétique, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est 1,5 de m L2 θ point carré, plus une énergie potentielle, mgl, 1 moins cos θ. OK. Mais, du coup, qu'est-ce qu'on sait? Ben, on sait que cette énergie, donc ici à n'importe quel instant, elle est constante. Donc forcément, elle est aussi égale eh bien, à l'énergie à t égale à 0. Donc ça doit être égal à mgl 1 moins cos θ0. OK, donc vous voyez qu'ici, on tombe sur une équation ici, qui va être une équation différentielle en fait. Alors, on peut la réarranger un petit peu. Vous voyez que les m ici peuvent se simplifier. On voit ici qu'on peut diviser tout par L carré. Du coup, ici, il y a un L qui simplifie, puis il y a un L qui va venir en bas. Et puis, si on veut, on peut aussi multiplier par 2. Ou alors, on peut le garder comme ça. Alors, si on le garde comme ça, donc ça nous donne un 1,5 de θ point carré plus G sur L, facteur de... Alors, vous voyez que j'ai un G sur L ici qui apparaît, donc quand je multiplie par 1, de ce côté-là de l'équation, et puis j'ai un G sur L qui apparaît de l'autre côté aussi, ces deux-là vont se simplifier. Donc par contre, ici, je vais passer le cosinus θ0 de l'autre côté. Donc j'ai un cosinus θ0 moins cosinus θ égale à 0. OK, donc voilà l'équation différentielle que l'on peut dériver simplement en regardant l'énergie. OK. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut montrer que cette équation-là, ben, c'est bien la même que celle qu'on avait quand on a étudié le principe fondamental de la dynamique. Alors, vous vous souvenez ce que c'était cette équation-là, le principe fondamental de la dynamique? Ça nous donnait une équation du type... Vous vous souvenez? C'était θ point point. C'est l'équation de l'oscillateur harmonique. Hein, plus oméga carré θ
égale à 0. Avec oméga carré, ou oméga, égale racine de G sur L. Pour le pendu. Alors, je vous rappelle que pour établir cette équation-là, on l'avait établie pour θ petit on avait sinus θ à peu près égal à θ. C'est-à-dire qu'en fait, ici, ce qu'on a plutôt, l'équation à laquelle on devrait arriver, c'est plutôt du θ point point plus oméga 2 sinus θ égale à 0. Ok, donc vous voyez l'équation à laquelle on veut arriver ici et celle de laquelle on part. Pour passer de l'une à l'autre, comment on va faire? Une idée? De comment on va faire ça? Vous êtes là? Pas d'idée? Ben, regardez les termes qui interviennent ici dans les équations. Ici, vous avez une dérivée première de θ au carré. Ici, vous avez une dérivée seconde de θ. Ici, vous avez un cosinus θ. Et ici, vous avez un sinus θ. Donc, vous voyez que pour passer de l'un à l'autre, ben, il va falloir faire apparaître, notamment ici, ben, des dérivées secondes de θ. Voilà. Il suffit de dériver cette équation-là par rapport au temps. Ok, donc il suffit de dériver. Le terme ici, 1 demi. Donc on dérive θ point carré. D'accord, on va faire d sur dt, la dérivée par rapport au temps de θ point carré. Alors ça nous donne quoi? La dérivée de θ point carré par rapport au temps. Donc on a le facteur 1,5 d'abord. Ben, c'est la dérivée de θ point par rapport au temps, c'est-à-dire θ point point. Il y a le facteur 2 parce qu'on est ici avec un carré. Donc c'est 2 fois θ point point fois θ point la puissance 1. Donc fois θ point simplement. Et puis ici pour l'autre terme, donc ici, ça c'est un terme constant. Hein, G sur L cosinus θ 0, c'est un terme constant. Donc par contre, il va falloir dériver cosinus θ. Monsieur, oui. Mais est-ce que ce serait possible, désolé, hein, c'est un peu hors sujet, mais de mettre ce que vous notez peut-être en rouge, enfin manuellement, sur Eprel, parce que sur Eprel, j'ai vu que, enfin, bon, ça je l'ai vu il y a un moment, qu'en fait c'était surtout c'était pas exactement la même chose que vous écriviez. Ok. Alors, ce que je fais pour vous expliquer, là, j'enregistre le cours, la vidéo. Ah oui, on peut le rejouer, bah oui. Et du coup, vous pouvez regarder sur la vidéo. Et en même temps, effectivement, j'ai un document dans lequel j'ai rédigé. Et donc, où c'est voilà, écrit proprement, si vous voulez. C'est le fil directeur en fait. Ouais, Ok. c'est ça. Donc, en fait, avec les deux, en ayant les deux, hein, vous prenez d'un côté le document que j'ai rédigé avec la correction. De l'autre côté, vous regardez la vidéo. Et je pense qu'avec les deux, vous devez... Comprendre, ok. OK. Merci. Je vous en prie.
Ok, donc ensuite, on dérive cos θ par rapport au temps. Donc, ça va nous donner un moins θ point sinus θ. Et donc, si on regroupe ces deux choses-là, alors vous voyez qu'ici, le facteur 1,5, donc il va simplifier avec le 2 qui est ici. Donc, il va nous rester un θ point point fois θ point. Alors, on a dit le terme en GL cosinus θ0, il s'en va. Donc, on a un moins GL dérivé de cosinus θ, c'est-à-dire moins θ point sinus θ. Ok, donc finalement, vous voyez qu'ici, j'ai un θ point ici, un θ point là. Je vais pouvoir les mettre en facteur. Donc, je vais avoir θ point, facteur de θ point point. Ici, j'ai un moins, ici, j'ai un moins, ça va me faire un plus. G sur L, sinus θ. Et donc, c'est ça qui est égal à 0. Et donc, du coup, vous voyez que, alors on va pouvoir simplifier par ce θ point qui est en facteur. Et donc, il va nous rester justement cette équation-là. θ point point plus G sur L sinus θ égale à 0. Donc, on retrouve bien ici justement cette relation fondamentale, enfin plutôt l'équation du mouvement qu'on avait dérivée à partir de la relation fondamentale de la dynamique. Alors, je vous fais remarquer quand même que ici, en fait, vous voyez que c'est en fait finalement la même équation. La seule différence, c'est qu'ici, en fait, on en a une version intégrale. Puisque pour retrouver la version précédente, on a dû dériver. Ça veut dire que cette version-là, de l'équation du mouvement, eh bien, c'est une version intégrale de ce mouvement. Et donc ça vient de quoi? Ça vient du fait que, comme on l'avait vu, l'énergie potentielle, eh bien, c'est le gradient de la force. Enfin, plutôt, non, c'est l'inverse. La force, c'est le gradient de l'énergie potentielle, c'est-à-dire la dérivée de l'énergie potentielle. Et inversement, l'énergie potentielle, ça va être la version intégrale de la force, puisque ça a un rapport au travail. OK. Alors, bon voilà pour ce... Donc vous voyez qu'on a ici pour le pendule, on a pu étudier de 3 manières différentes le mouvement du pendule. Alors on arrive toujours au même mouvement, ce mouvement d'oscillateur harmonique, mais on peut y arriver voilà, par des chemins différents, en utilisant les différentes notions, donc soit de principe fondamental de la dynamique, somme des forces égale ma, soit en utilisant le théorème du moment cinétique, la dérivée du moment cinétique par rapport au temps est égale à la somme des moments des forces, soit en appliquant ici la conservation de l'énergie, l'énergie mécanique, dans un cadre ici où on n'a pas où on a conservation de l'énergie. Ok, c'est ça que vous êtes censé savoir connaître à la fin de ce cours de Méca 2. L'utilisation de ces trois méthodes pour arriver aux équations d'un mouvement. Ok, alors du coup, on va finir par un retour donc, sur un exercice qu'on avait déjà fait, qu'on a déjà fait, qui est l'exercice sur le flipper.
vous vous souvenez, c'était donc on avait une bille sur un plan incliné avec un ressort qui modélise ce qui va se passer pour le lancement du bille dans un flipper. Et donc, on comprime le ressort avec la bille posée sur le ressort. Le ressort se détend. Une fois que le ressort est complètement détendu, la bille part toute seule avec une vitesse initiale et puis va effectuer un certain mouvement. Et eh bien, elle va éventuellement ensuite toucher une cible qui va se situer à une certaine distance, elle, de ce ressort. Ok, donc c'est ça qu'on va étudier, mais cette fois-ci, donc d'un point de vue énergétique. Alors, avant de faire ça, donc on vous pose quelques questions préliminaires. Alors, c'est notamment sur les ressorts et sur l'énergie qui est mise en jeu dans un ressort. Donc, première question préliminaire, on considère un objet de masse M astreint à se déplacer horizontalement sur l'axe OX. Il est attaché au ressort, de longueur au repos L0, donc le ressort, avec une constante de Raider K. Montrer que la force élastique dérive d'une énergie potentielle. Ok, alors déjà, la force élastique qui s'exerce sur le ressort, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la force de rappel. Oups. Je vais mettre 2 LE. Je vais essayer d'écrire mieux. Ok, c'est quoi cette force de rappel pour un ressort? Donc je la note F, petit f, grand F, on s'en fout. F égale moins K, moins K. Donc si c'est effectivement horizontal, donc on va prendre X comme coordonnée horizontale, moins, donc ici on l'appelle L0, la longueur au repos, UX. Ok? Si on a un X qui est plus grand que L0, ça veut dire qu'on étire le ressort. À ce moment-là, on a une force de rappel qui nous ramène le ressort vers sa position d'équilibre, en L0. Hein. La position d'équilibre, elle est en X égale L0. Si vous mettez X égale L0, vous voyez que F est égal à 0. Ok. Alors, comment est-ce qu'on va montrer que cette force de rappel dérive d'une énergie potentielle? Il y a deux manières un peu équivalentes de faire. Hein. On peut par exemple écrire ou calculer plutôt le travail de cette force sur un trajet et puis essayer de regarder effectivement est-ce que ce travail dépend du trajet parcouru ou pas. Ok, ça c'est la méthode qui passe par le calcul du travail. Donc montrer que finalement le travail, ça va être une différence d'énergie potentielle qui ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée, qui ne dépend pas du trajet parcouru. Et puis sinon, il y a une version un peu plus mathématique, on va dire, c'est de montrer que la force est égale à moins le gradient de l'énergie potentielle. Donc essayez de voir, est-ce qu'on peut trouver une fonction qu'on appelle énergie potentielle, dont dériverait la force. Ok, donc on va plutôt passer par le travail, d'accord. Donc travail, alors pour calculer le travail, hein, donc en fait on commence par le travail élémentaire. Élémentaire, ok, dW. Donc, c'est le produit scalaire de la force par le déplacement dl. Ok, ici, on n'a qu'une seule dimension. Hein, tout se passe selon l'axe des x. On est en coordonnées cartésiennes, dl. D'accord, le déplacement élémentaire, c'est simplement
dx ux. Ok, bah du coup, ça nous donne directement le travail élémentaire d oméga. C'est donc moins kx moins L0 ux, scalaire, dl, donc qui vaut dx ux. Voilà, donc le calcul est hyper simple. Hein. On a juste deux vecteurs colinéaires, ux, ux. Donc le produit scalaire, ça vaut 1, hein, parce que c'est aussi le vecteur unitaire. Et donc ici, on a simplement moins k x moins L0 dx. Et donc, on va pouvoir calculer le travail pour aller d'un point x1 à un point x2. D'accord? Ou d'un point A à un point B, A ayant comme coordonnée x1, B ayant comme coordonnée x2, de moins k x moins L0 dx. Bon, bah ça va s'intégrer très facilement. On peut sortir le moins k. Et puis ici, donc, il faut trouver la primitive de x moins L0 dx. Ok, donc ça, c'est relativement simple. Hein, ça va être simplement 1 demi de x moins L0, le tout au carré. D'accord? Si vous dérivez x moins L0 au carré, vous allez trouver 2x moins L0. Et donc, avec le facteur 1,5, vous retrouvez bien x moins L0. Donc, pris entre x1 et x2. Et donc, au final, le travail, vous voyez que ça va être simplement moins 1,5 de k. Hein, je peux sortir le 1,5. Facteur 2, x2 moins L0 au carré, moins x1 moins L0 au carré. Ok, donc ça veut dire que vous voyez qu'ici, en fait, c'est la différence entre deux quantités, une qui dépend de x2, une qui dépend de x1. Et donc, en fait, ces quantités-là, hein, je peux les appeler énergie potentielle. Donc, en fait, c'est l'énergie potentielle en x2, alors moins l'énergie potentielle en x2, en fait, plus l'énergie potentielle en x1. Hein, on a bien ici, vous voyez, une fonction que je vais appeler énergie potentielle. Qui est de la forme EPX, donc cette fonction de x, hein, c'est une fonction de x qui est égale, en fait, à 1,5 de k x moins L0 au carré à une constante près. Ok, donc ça veut dire qu'effectivement, on a bien une énergie potentielle hein, qui va exister pour cette force. Donc, vous pouvez aussi dire hein, que ici, si vous dérivez cette énergie potentielle par rapport à x, vous voyez que si vous dérivez cette expression-là, eh bien, vous allez obtenir k moins x, k facteur de x moins L0. Parce qu'ici, on a une constante, ça va faire 0. Et ici, quand on va dériver 1,5 de k x moins L0 carré, ben, ça va me donner simplement k facteur de x moins L0. Et donc, ça, c'est bien moins le module de la force. Ok, alors on pourrait aussi déterminer la constante ici hein, en choisissant l'énergie potentielle nulle, par exemple, au point x égale L0. Hein, on peut choisir l'énergie potentielle donc, en x égale L0 égale à 0. Donc ça nous donne finalement notre origine.
notre point zéro, si vous voulez, de cette fonction, énergie potentielle. Et donc, en choisissant cette origine de cette manière-là, vous voyez qu'ici, si je remplace x par L0 dans l'expression, ben, j'ai simplement la constante. Ça veut dire que la constante est égale à 0. Et donc, c'est une expression toute simple de l'énergie potentielle. C'est simplement 1 demi de K, alors x moins L0 au carré. OK? Donc, vous voyez que l'énergie potentielle, hein, elle va évoluer au cours du mouvement en prenant des valeurs qui varient comme le carré de la distance de la distance au point d'équilibre. OK. Pas de questions là-dessus? OK. Alors, du coup, maintenant, on va considérer un ressort qui, cette fois-ci, donc est plus suspendu, est plus horizontal. Hein. Cas précédent, c'était un ressort horizontal. Ici, on a un ressort qui est suspendu. Donc, un ressort qui est comme ça, avec une masse, là. Alors, ce ressort, donc, il a une longueur à vide L0. Hein. Donc, s'il n'y a pas de masse qui est accrochée, hein, ce ressort, il a ici une longueur L0. Et puis ici, quand on accroche une masse, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il y a un poids ici qui vient s'ajouter hein, à une force de rappel qui va être dans l'autre sens. Alors bon, après, on va trouver en fait une nouvelle position d'équilibre hein, quand on va accrocher le poids. Et du coup, après, si on écarte de cette position d'équilibre, soit en comprimant, soit en étirant, eh bien, le ressort va se mettre à osciller. Ok, ici, on prend un axe Z descendant, hein, comme ça. On part. Ok. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est l'énergie. Quelle est l'énergie potentielle totale? Hein, je vous rappelle que donc maintenant, ici, on a deux forces qui agissent. Ok, donc on va avoir le poids, en fait. Alors, je peux l'écrire mg, ou encore mg en module comme ça, fois uz. Ok, on va orienter l'axe vers le bas. Et puis, du coup, donc, on va avoir une force de rappel F égale moins K Z moins L0 UZ. Ok, donc comme tout à l'heure, hein, on peut calculer le travail. Alors, bon, le travail de la force de rappel, on l'a déjà calculé. Hein. Ça ne va pas changer. Qu'on soit horizontal ou vertical, le travail va être le même pour la force de rappel. Mais par contre, sur le travail total, eh bien, il va falloir ajouter le travail du poids. Alors, le travail du poids, donc, on va avoir un déplacement dz, hein, selon l'axe dz ici. Donc, le travail élémentaire du poids, ça va être P scalaire dl, avec un dl qui vaut
je vais le mettre là, avec dl qui vaut dz uz. Hein, on a encore une seule dimension ici. Donc finalement, le poids, donc c'est mg uz scalaire dz uz. Donc c'est simplement mg dz. Donc vous voyez que si maintenant je calcule le travail, alors ça c'était le travail élémentaire. Maintenant le travail, ben, il faut que j'intègre ce travail élémentaire entre, ben, on va dire entre deux altitudes, Z1 et Z2. Donc ici c'est le travail du poids hein, d'abord, entre Z1 et Z2. Donc ça va être l'intégrale de ben, cette quantité-là, mgz, mgdz, pris entre Z1 et Z2. Donc c'est simplement mg Z2 moins Z1. Donc là, on voit qu'encore que ben, ça va correspondre effectivement à une énergie potentielle qui ne dépend que de Z. Donc l'énergie potentielle qui correspond au poids, hein, attention, c'est que la composante qui correspond au poids. Ici, je vais mettre un petit indice pour s'en rappeler. Donc elle va être de la forme mgz plus une constante. Ok, donc au total, hop là. Au total, l'énergie potentielle, donc ça va être l'énergie potentielle due au poids, mgz, plus l'énergie potentielle due à la force de rappel, K, 1,5, pardon, de K, Z moins L0 au carré. Et puis attention, ici, ça c'est pour c'est défini pardon, à une constante C qu'on peut choisir en prenant par exemple que eh bien, ici, l'énergie potentielle va être nulle pour la position d'équilibre ici. Alors, cette position d'équilibre, c'est quoi? Donc, on peut choisir E, P, alors je vais le noter en ZE égale à 0. Alors, comment est-ce que je détermine le ZE ici? Bah, il suffit que j'écrive que c'est la position d'équilibre. Hein, c'est-à-dire qu'en ZE, bah, j'ai la somme des forces qui est égale à 0. P plus F est égal à 0. Donc, si je réécris, donc ça, du coup, ça fait P égale moins F. Hein, donc, ça fait mg uz égale moins F, donc égale K Z moins L0. OK? Donc, ça fait K ZE moins L0 égale à mg. Ou autrement dit, ZE est égal à mg sur à L0. Pas un problème de signe. Plus, non, c'est ça, plus mg sur z, sur k. Hein, la position z0 ici, donc c'est la position L0 plus une certaine quantité. Ok, donc après, ce qu'on peut faire, hein, c'est réinjecter L0 dans
l'expression de l'énergie potentielle pour déterminer la constante C, de manière à ce que l'énergie potentielle en ZE soit égale à 0. Bon, on ne va pas le faire parce que il nous reste une demi-heure et je voudrais avancer pour arriver quand même à l'utilisation donc de l'énergie pour étudier ces mouvements. Vous le verrez dans le corrigé, je l'ai fait dans le corrigé. OK. Alors, donc du coup, on va reprendre donc, ce flipper, hein, donc, qui est en fait fait d'un plan incliné ici, qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Et on va choisir un repère cartésien OXY, d'accord, qui est dessiné en bleu ici sur le dessin, qui est parallèle donc au plan du flipper et perpendiculaire au plan du flipper pour l'axe Y. Donc on a ici un ressort qui a une longueur à vide, alors je ne l'ai pas mis ici, une longueur à vide L0, hein, c'est-à-dire que si je dessinais le ressort à vide, bon, ben, il aurait peut-être une longueur voilà, qui serait comme ça, quand il n'y a pas la bille. Hein, on a ici une longueur L0. Et puis donc, on va poser la bille. Donc déjà, ça va comprimer un peu le ressort. Et puis ensuite, on va tirer le ressort en arrière pour le comprimer encore plus. Et on va le lâcher. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le ressort va se déployer quand vous le lâchez. Il va revenir à sa position d'équilibre. Une fois qu'il a atteint sa position d'équilibre, lui, il ne peut pas aller plus loin. Mais il arrive à cette position d'équilibre avec une certaine vitesse. Et donc, la balle ici, qui est posée dessus, arrive elle aussi avec une certaine vitesse. Et puis ensuite, cette balle, elle va continuer sa trajectoire le long du plan incliné. Donc, en fait, on peut séparer le mouvement en deux parties. Une première partie, donc, qui est le mouvement quand quand le ressort est comprimé, que la bille est posée dessus et qu'il se détend. Et puis ensuite, donc, une fois que le ressort est complètement détendu, eh bien, à ce moment-là, la bille continue toute seule dans une deuxième partie de mouvement où elle va glisser, ou rouler, si vous voulez, le long du plan incliné. OK, la question, c'est, on veut chercher à atteindre un objet qui serait, par exemple, ici, on va dire, je ne sais pas moi, une espèce de mur qui serait là, qui serait à une distance grand L du point de départ. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir déjà dire de l'énergie du système dans ce mouvement? Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de l'énergie? Bon, pour pouvoir dire quelque chose sur l'énergie, il faut déjà faire un espèce de bilan des forces, quoi. Hein? Bilan des forces, quelles sont les forces qui s'exercent sur notre bille? Donc, on va prendre dans le cas ici où elle est sur le ressort. Qu'est-ce qu'on a comme force? On a le poids, qui est de la forme mg. On va avoir, donc c'est le poids. On va avoir la force de rappel. F égale moins K, alors X moins L0 selon UX. Force de rappel. Et puis, on a la réaction du support. Alors, la réaction du support, alors ici, on se place dans un cas
où on n'a pas de frottement, on est dans un cas où on n'a pas de frottement, ça veut dire que, eh bien, R est perpendiculaire au plan perpendiculaire à l'axe des X. Hein? À l'axe X, qui est le plan sur lequel la bille va rouler, quoi. Ok, alors qu'est-ce qu'on a vu dans les questions préliminaires, hein, c'est pour ça qu'on vous les faisait faire. C'est que, bah, en fait, le poids dérive d'une énergie potentielle, hein, c'est-à-dire que bah, si on calcule le travail du poids, ça ne va dépendre que de la position initiale, de la position finale. Qu'il en est de même pour la force de rappel. Donc que ces deux forces-là, qui vont s'ajouter, elles vont travailler, mais ça va être ce qu'on appelle des forces conservatives. Okay, c'est-à-dire que si vous calculez le travail pour aller d'un point A à un point B, ben, le travail ne dépendra pas du chemin parcouru. Et inversement, si vous allez du point A et que vous revenez au point A, eh bien, du coup, le travail est nul. Donc ça va impliquer que si on n'a que ces deux forces-là, eh bien, on a ce qu'on appelle donc des forces conservatives. Et du coup, eh bien, l'énergie totale du système se conserve. D'accord ? La somme de l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique va se conserver au cours du temps. Alors, il faut quand même regarder une troisième force, qui est donc la réaction du support. D'accord ? Puisqu'on a ici une bille qui pose sur un support. Alors, dans le cas où on est ici, donc on considère qu'il n'y a pas de frottement. Hein ? Donc, du coup, la réaction du support, elle est perpendiculaire à l'axe X. Du coup, le travail de cette force de réaction, d'accord, qui va être l'intégrale d'un travail élémentaire de cette force de réaction, ça va donc être l'intégrale de... Alors, ce travail élémentaire, bah, c'est R fois le déplacement élémentaire. Et le déplacement élémentaire, ici, il est selon l'axe des X. Hein, le dL, c'est un dx ux. On se déplace seulement selon l'axe des X. Donc, ça veut dire qu'ici, on va faire l'intégrale de R scalaire dx ux. Or, on sait que R est perpendiculaire à ux. Donc, ça veut dire que ça va être égal à 0. Okay, le travail de la réaction du support est nul. Alors attention, ça c'est vrai ici, parce qu'on n'a pas de force de frottement. Okay, si on avait des forces de frottement, eh bien à ce moment-là, la réaction du support ne serait pas perpendiculaire. Hein, ça serait le produit des frottements, enfin la somme plutôt des frottements plus la réaction verticale du support. Et donc, on aurait un travail qui serait non nul. Mais ce n'est pas le cas ici. Ici, le travail est nul. Donc, du coup, eh bien, ça veut dire que bah, du coup, l'énergie va se conserver. Hein, okay, on n'a que des forces conservatives. Donc, ça veut dire que les E se conservent. OK ? Ça veut dire que bah, finalement,
on va pouvoir utiliser l'énergie et la conservation de l'énergie cinétique, enfin de l'énergie, pardon, totale au cours du temps. OK, alors ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Ben, on va regarder le mouvement selon l'axe X, hein. D'accord? On ne va pas regarder selon la verticale, ça n'a pas trop d'intérêt, puisque la bille va toujours rouler sur le plan vertical, sur le plan du flipper, sur lequel on a accroché cet axe X, eh bien, on va prendre comme coordonnée X. OK? Et on va aller étudier l'énergie de cette bille au cours du temps. OK. Donc, du coup, pour faire cette étude énergétique, eh bien, on vous demande de déterminer les deux expressions de l'énergie potentielle totale, compte tenu de la discussion qu'on avait eue quand on avait étudié ce mouvement-là. Alors, cette discussion, hein, c'est le fait que, eh bien, en fait, on va pouvoir avoir ici, enfin, on va séparer, finalement, le mouvement en deux parties, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Une partie pour laquelle eh bien, on va avoir un premier mouvement jusqu'à une distance où le ressort, où le ressort ici va être entièrement détendu, c'est-à-dire qu'il va récupérer sa longueur L0, longueur à l'équilibre, hein. Et puis ensuite, le mouvement de la bille qui va partir toute seule avec une vitesse initiale, imprimée par ce ressort qui s'est détendu. OK, donc c'est ça qu'on va faire. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir calculer? Ben, on va devoir calculer, donc, pour déterminer l'énergie potentielle, ben, on va calculer le travail du poids, hein. Donc, travail du poids, ben, qu'on a déjà écrit, hein. Travail du poids, ça va nous donner une énergie potentielle qui va être de la forme mgz plus une constante. Alors attention, parce que ici, ce n'est pas tout à fait ça. Vous voyez, j'ai écrit un petit peu vite là. En fait, le poids ici, il n'est pas selon la verticale. Enfin, plutôt, il est selon la verticale, mais l'axe que moi je regarde, c'est cet axe X qui fait un angle alpha avec la verticale. Donc du coup, ce n'est pas directement mgz ici. Attention. Qu'est-ce que ça va être? Ben, il va falloir prendre en compte la composante du poids selon l'horizontale. Alors, c'est quoi cette composante du poids selon l'horizontale? D'accord? Le poids, il est vertical comme ça. Moi, je suis en train de regarder ce qui se passe selon l'horizontale ici. OK, ça serait la verticale par rapport à l'horizontale. Par rapport à la... Enfin, ça serait l'axe Y, en fait. Donc, l'angle alpha, on le retrouve ici. Autrement dit, ici, la composante de P selon le plan OX, c'est un perdu. Puisque ici, l'angle alpha, hein, c'est par rapport, ici, on a la direction verticale. L'angle alpha, c'est par rapport à la direction de Y perpendiculaire à X. Donc, si c'était sur l'axe Y, effectivement, ça serait du côté de l'angle alpha, et à ce moment-là, ça serait un cosinus. Mais ici, vous voyez qu'on va projeter du côté opposé à l'angle alpha. Donc, en fait, c'est un sinus. OK. Donc, finalement, ici, ça va être un mg sinus alpha, et puis fois x. Alors, attention, à une constante près, toujours. Alors, je vous rappelle, hein, donc l'énergie potentielle, c'est
enfin plutôt la force, c'est moins le gradient de l'énergie potentielle. Donc ici, donc attention au signe. Hein, on ne l'a pas fait par le travail, mais si là, donc j'aurai P qui est égal à moins gradient de P. Donc le gradient, hein, ici, on n'a qu'une seule dimension, donc c'est d sur dx de EP ux. Donc le poids, je vous rappelle, c'est la composante x du poids. C'est, alors, attention, c'est dirigé, vous voyez, vers les x négatifs, donc c'est moins mg sinus alpha ux. OK? Si je projette le poids ici sur l'axe des x, je vais trouver quelque chose qui est vers les x négatifs. Donc effectivement, je trouve bien que l'énergie potentielle, hein, ou alors si je peux l'écrire comme ça, D2P, c'est mg sinus alpha dx. Puis ensuite, je peux trouver la primitive. Et donc, je trouve mg sinus alpha x à une constante près. OK, si ensuite je regarde pour le travail de la force de rappel, je vais la noter F, c'était P. Hein. Donc ici, bah pareil, hein, on l'a vu tout à l'heure, donc le travail de cette force de rappel, hein, c'est 1,5 de K, pardon, x moins L0 au carré à une constante près. OK, alors maintenant, il faut déterminer ces constantes. Alors, on vous dit, hein, on prendra les zéros d'énergie potentielle élastique et d'énergie potentielle de pesanteur en x égale L0. OK, donc ça veut dire que... Alors, ça, c'est l'énergie potentielle du poids. Hein, ça, c'est l'énergie potentielle de la force de rappel. OK, donc ça veut dire que ici, la constante... Hein, donc, si l'énergie potentielle du poids pour x égale L0 est égale à 0, ça veut dire que donc, je vais avoir mg sinus alpha L0 plus C égale à 0. Ça me donne C égale moins mg sinus alpha L0. OK, ça veut dire que bah, l'énergie potentielle, hein, ici, pour le poids, c'est, bah, je peux mettre mg sinus alpha en facteur. Facteur de, bah, simplement, x moins L0. Et puis ensuite, l'énergie potentielle de F. Énergie potentielle de F. Pour x égale 0, doit être égal à 0. Si je remplace dans l'expression ici, bah, j'ai 1,5 de K L0 moins L0 au carré plus C'. Et donc L0 moins L0, bah, ça fait 0. Donc ça fait C' égale à 0. Autrement dit, l'énergie potentielle pour F, c'est simplement 1,5 de K 1,5 de K x moins L0 au carré. OK. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai mes deux formes d'énergie potentielle, là, enfin, mais dues aux deux forces. Donc si je réécris, alors j'efface en haut, là. Si je réécris maintenant pour mes deux phases de mouvement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous voyez que dans la première phase, donc j'ai effectivement mes deux forces
qui agissent. Alors, j'oublie maintenant la réaction, hein, puisqu'on a vu que la réaction, elle n'intervenait pas, hein, puisque le travail est nul. Donc, alors, dans les deux phases, donc j'ai deux phases qui sont quoi? Ben, d'abord, quand je vais avoir X qui est inférieur à L0, donc quand X égale inférieur à L0, l'énergie potentielle, ben, c'est la somme des deux énergies potentielles. Hein, donc c'est mg sinus alpha, x moins L0, et puis plus 1 demi de k x moins L0 carré. Ok, ça c'est pour la phase où le ressort est comprimé et il se détend. Et puis ensuite, j'ai une deuxième phase, quand x est supérieur à L0. Donc là, le ressort est détendu. Je n'ai que la bille toute seule qui va, à partir d'une vitesse initiale, eh bien, effectuer un certain mouvement le long du plan incliné. Donc, j'ai simplement l'énergie potentielle, bah, c'est juste l'énergie potentielle due au poids, mg sinus alpha x moins L0. OK? Donc, vous voyez un traitement relativement simple du problème. Hein. On a juste deux phases. Alors, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est quelle tête ça va avoir. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de représenter la courbe d'énergie potentielle totale. Bon, on ne vous demande pas de faire l'étude de la fonction, mais de représenter cette courbe d'énergie potentielle totale. Alors, bon, on reprend nos deux cas. Hein. X inférieur, alors on peut mettre même inférieur ou égal à L0. On va avoir une énergie potentielle donc, qui est égale à, on a dit, 1 demi de k x moins L0 carré plus mg sinus alpha x moins L0. Ok, c'est quoi comme courbe ça hein, en x si je mets tout en x en fait. Bah, alors, 1,5 c'est une constante, k c'est une constante, L0 c'est une constante, m c'est une constante, g c'est une constante, sinus alpha c'est aussi une constante. L0 c'est une constante. Donc finalement, qu'est-ce qui apparaît là-dedans? Bah, une constante fois du x2, tout à fait. Et ici, bah, une constante fois du x. Et puis plus une constante. Donc effectivement, ça c'est une parabole en fait. C'est une parabole. Ici, donc on part d'une certaine position initiale, et puis le ressort se détend jusqu'à atteindre sa longueur L0 d'équilibre. Alors attention, la longueur L0 d'équilibre, c'est la longueur L0 du ressort quand il n'y a pas de masse. Ok ? Si maintenant vous rajoutez la bille avec une masse, ce qui va se passer, c'est que, imaginez, vous partez d'une situation au départ où le ressort est à l'équilibre, d'accord ? Il n'y a pas la masse, puis vous mettez la bille, qu'est-ce qui va se passer? Le ressort, il va un petit peu se comprimer. Hein? Et donc, on va atteindre en fait une nouvelle position d'équilibre. Et puis ensuite, vous comprimez le ressort et puis vous le lâchez. Donc, quand vous le lâchez, en fait, il va se détendre, passer par la position d'équilibre quand il y avait la masse dessus, dépasser cette position d'équilibre jusqu'à aller à une longueur L0, qui est la longueur à l'équilibre sans masse. Et donc, vous voyez que ici, l'énergie potentielle, hein, qui varie ici comme une fonction carrée de x, si vous la tracez. Okay, vous tracez l'énergie potentielle en fonction de x. Donc, vous partez d'une certaine valeur.
Et puis ici, ce qui se passe, c'est que eh bien, cette énergie potentielle va diminuer, passer par un minimum, puis réaugmenter jusqu'à cette position ici, L0. Et vous voyez qu'ici, on passe par une position d'équilibre, qui est en fait la position d'équilibre de quand la masse, elle est sur le ressort. OK. Et vous voyez que donc ici, quand on a x égale à L0, donc x égale à L0, on retrouve bien ici une énergie potentielle nulle. OK. Qu'est-ce qui se passe après quand x est supérieur ou égal à L0? On a vu que l'énergie potentielle, donc ça va être simplement mg sinus alpha, x moins L0. OK, ça c'est quoi comme fonction, ça? C'est une fonction qui est simplement linéaire en x. D'accord? Ça c'est de la forme ax plus b, quoi. Donc c'est juste linéaire. Donc en fait, au-delà de L0, eh bien, on a simplement une droite. OK, voilà la forme de l'énergie potentielle pour ce mouvement de la bille. Alors on voit que ici, en x égale 0, en x égale L0, donc cette énergie potentielle est nulle. Alors, je vous rappelle quand même que donc, la force totale qui s'exerce, c'est la gradient de l'énergie potentielle, moins le gradient. OK. Et donc, si vous dérivez ces expressions-là, effectivement, vous allez trouver ici quelle est la force qui s'exerce. Alors, je vais vous mettre une flèche ici. D'accord? Parce que ça, le gradient, c'est moins la dérivée. Donc, on a une seule dimension ici. Alors, c'est simple, c'est la dérivée de 1 par rapport à x, selon ux. D'accord? Ça, c'est si vous voulez, c'est la résultante des forces qui s'exercent en fonction de l'endroit où vous êtes. Alors, si vous êtes ici à x inférieur à L0, si vous faites la dérivée de cette expression-là, ça va vous donner une force qui va être de la forme. Ici, vous dérivez cette expression-là, ça vous fait moins, donc le 2 sort, ça va simplifier avec le 1,5, moins k x moins L0 ux. Et puis ici, vous dérivez x0, x moins L0, bon, le terme en L0, il simplifie, donc vous avez simplement plus mg sinus alpha ux. Donc vous retrouvez bien effectivement la force. Qu'est-ce qui se passe en L égale L0? En x égale L0, la force de rappel ici est nulle, donc vous n'avez que le poids, mg sinus alpha. Et puis ici, en x supérieur à L0, la somme des forces, donc c'est F égale, là pour le coup, vous n'avez que cette force mg, il y a un moins normalement. Ah oui, c'est moins l'énergie potentielle. Moins mg sinus alpha ux. OK, donc en L0, ici, d'un côté, vous avez la force de rappel, mais qui du coup tend vers 0 quand vous approchez de L0, pour atteindre une valeur nulle en L0, et puis après, vous n'avez plus que le poids. OK, cette courbe d'énergie potentielle, elle vous dit tout ça. OK, ce qu'on peut voir aussi sur cette courbe d'énergie potentielle, c'est qu'il y a un minimum ici. Donc la courbe d'énergie potentielle, elle passe par un minimum, c'est-à-dire qu'il y a une position d'équilibre.
d'accord, quand vous avez, si on vous donne une courbe d'énergie potentielle, eh bien, vous savez que si la dérivée de l'énergie potentielle est égale à 0, bah, ça veut dire du coup que la force, la résultante des forces, si vous voulez, qui est effectivement la dérivée de l'énergie potentielle, c'est égal à 0. Donc, c'est une position d'équilibre. OK? Alors, si c'est un minimum, comme ça, ça veut dire que c'est un équilibre qu'on appelle stable. Et si c'est un maximum, c'est un équilibre qui est instable. OK. Alors, bon, ça c'était corrigé. Donc ensuite, on vous demande la position d'équilibre. Donc, c'est ce que je viens de vous montrer. Et donc, on va terminer là-dessus, puisqu'on arrive à la fin. Comment est-ce qu'on va utiliser cette courbe d'énergie potentielle? Eh bien, par exemple, ici, donc, on vous dit, en utilisant la courbe d'énergie potentielle, expliquez quelle doit être la compression minimale du ressort pour que la balle puisse atteindre un obstacle situé à L. Donc, on veut aller jusqu'à la distance L ici. D'accord? Et donc, la question qu'on se pose, c'est jusqu'à où on va devoir comprimer. Alors, je vous rappelle, ici, on a donc les deux phases. Ici, on a L0. Donc, ça, c'est la phase ici où on va comprimer. Ensuite, le ressort se détend. Et puis ici, donc, on a un mouvement, donc en termes d'énergie potentielle qui va être linéaire, jusqu'à un certain point. Alors, nous, on veut aller jusqu'à justement cette position L ici. D'accord? Donc, on va regarder pour L, quelle est l'énergie potentielle. Bon, l'énergie potentielle est donnée par ce point-là de la courbe. D'accord? Si je reporte ici, ça veut dire que ici, j'ai effectivement une certaine énergie potentielle en L. Mais je vois que cette énergie potentielle en L, elle va correspondre ici, de l'autre côté de la courbe, de l'autre côté du minimum, à une autre énergie potentielle en une position qui est XL. D'accord? C'est aussi l'énergie potentielle en XL. Mais XL, cette position, c'est quoi? C'est justement la position où là, le ressort est comprimé. D'accord? Donc, en fait, l'énergie potentielle qu'on va acquérir quand on comprime le ressort, donc on va arriver en ce point-là. Ensuite, on relâche le système, le ressort se déploie, arrive ici à une longueur maximum L0, et ensuite la bille va continuer avec un mouvement ascendant ici, jusqu'à atteindre ce point-là, pour laquelle l'énergie potentielle est la même que l'énergie potentielle initiale. OK? Alors, ça veut dire, compte tenu de la conservation de l'énergie mécanique, que la vitesse ici est égale à 0. Puisque au départ, on part avec une vitesse nulle. La vitesse va augmenter ici dans la courbe, dans le trajet où ici, on détend le ressort, ou le ressort se détend. Et puis ensuite, ici, l'énergie cinétique va diminuer, la vitesse va diminuer quand la bille monte le plan incliné, qu'elle n'est plus poussée par le ressort, elle monte toute seule, mais du coup, il y a le poids qui la tire vers le bas jusqu'à ce qu'elle atteigne une vitesse nulle. OK, alors du coup, dernière question. Qu'est-ce qui se passe maintenant si l'énergie... Donc, vous voyez que cette valeur ici de l'énergie potentielle, c'est la valeur de l'énergie totale. Ça, je pourrais l'appeler énergie totale en L, quoi. Alors, si maintenant mon énergie totale elle est plus grande, donc si l'énergie totale elle est plus grande, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, j'ai comprimé le ressort au départ beaucoup plus. Donc, je suis à une autre position ici, X1 au départ. J'acquiers plus d'énergie.
Mais du coup, ici, vous voyez que je vais éventuellement pouvoir, s'il n'y avait pas un obstacle ici, monter plus haut. S'il y a un obstacle, ça veut dire que ici, j'ai une différence d'énergie en L. J'ai une différence d'énergie entre l'énergie potentielle et l'énergie totale de mon système. Et donc, cette énergie supplémentaire, eh bien, c'est l'énergie cinétique en L, qui va donc être la différence entre l'énergie totale, donc que j'ai appelée E1 ici, moins l'énergie potentielle en L. D'accord, que j'ai appelé EL en fait. Donc c'est la différence d'énergie E1 moins EL. Donc à partir de là, on pourrait même calculer la vitesse, puisque l'énergie cinétique c'est 1,5 de mv carré. Donc on pourrait même calculer la vitesse en L, le carré de la vitesse en L, c'est 2 sur m, fois la différence d'énergie, E1 moins EL. Ok, donc voilà comment on peut traiter un problème assez rapidement et assez simplement, en regardant simplement ces énergies, conservation de l'énergie, énergie potentielle, énergie cinétique dans ces problèmes-là. Voilà, donc ça termine CTD sur de Méca 2, sur ces problèmes de mécanique du point. Je vais donc vous quitter. Vous souhaitez bonne chance pour la suite. Si vous n'avez pas d'autres questions, merci. Et à bientôt. Nous aurons peut-être l'occasion de nous recroiser au cours de vos études futures.